Bienvenue dans cette édition de Flash Info Afrique. Nous sommes donc dimanche 23 octobre 2022. Je suis en compagnie de Mbaye Hadji Mbaye Rewaye, producteur animateur de Dignité Noire. Bonjour Mbaye. Bonjour mon cher, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Donc sur ce plateau, aujourd'hui, les thèmes principaux de notre édition, donc ça va être le Tchad, qui est donc dans l'actualité en ce moment avec cette violente répression qui s'est déroulée à N'Djamena. On parle de 80 morts ou même plus, 300 blessés. Et puis deuxième sujet, ça va porter sur donc la situation aussi au Burkina Faso où on a vu donc se succéder un autre militaire au pouvoir. Et troisième sujet, le Mali, qui reste toujours donc, dans des tensions avec la France. Et qu'est-ce que ça donne dans une dynamique sous-régionale? On est donc dans le Sahel, décidément, sur cette édition. Donc Mbaye Hadji, donc tu es d'origine tchadienne, donc le Tchad est meurtri donc dans son peuple après ces images que nous avons vues qui étaient des images quand même insoutenables. Qu'est-ce que ça t'inspire, ces violences de ce régime de transition du fils Déby? Le jeudi, quand j'ai suivi l'actualité, j'arrivais même pas à manger. J'étais tellement triste de ce qui se passe au Tchad. Non pas parce que simplement c'est mon pays, mais je pense que c'était les images de carnage littéralement des militaires ou on en parlera tantôt là, des militaires et des agents de l'Agence nationale de sécurité qui tiraient à bout portant sur des civils désarmés. Et que ça fait très mal, mais en même temps ça révèle la nature profonde de ce régime, un régime très dictatorial et militaire. Donc voilà, première réaction, beaucoup de tristesse. Beaucoup de tristesse, mais en même temps, beaucoup de respect pour les victimes qui sont tombées. On compte environ une centaine de personnes. Le quartier où se situe le siège du parti Les Transformateurs, le parti de succès Masra, qui est le fer de lance de cette contestation, ils vont dans les maisons à la recherche des jeunes hommes pour les mettre en prison et les tuer. Donc le nettoyage continue jusqu'aujourd'hui. Je viens de parler ce matin même, tout à l'heure, avec des gens au Tchad, et ça continue. Le massacre continue, mettons. Oui, et pourtant, on a donc, effectivement, le Tchad est un pays quand même géré de même fer par cette famille, donc de Idriss Déby, qui est mort dans des contextes, dans des conditions d'ailleurs de violence. Mais le fils qui prend le pouvoir à la suite donc, du décès de son père, pourtant, avait avancé des idées de vouloir simplement mettre en place une transition et ne pas se présenter. Qu'est-ce qui a pu se passer, selon toi, pour qu'il vire totalement par rapport à ses engagements initiaux? Sachez déjà que l'année dernière, en avril 2021, quand le père Déby était tué sur le front, semble-t-il par des tirs ennemis. Ils ne sont pas toujours éclaircis d'ailleurs. C'est pas très clair. C'est pas très éclairci. C'est curieux qu'on n'ait même pas diligenté une enquête, mais les circonstances ne sont pas élucidées à date. Déjà, à ce moment-là, la population tchadienne s'était opposée à un coup d'État, littéralement, parce qu'on a mis de côté la Constitution pour faire monter son fils. Donc déjà, à ce moment-là, les gens avaient contesté cette dévolution militaire du pouvoir, et il y avait eu 17 morts l'année dernière déjà. Donc il a accédé au pouvoir dans des conditions sanglantes. Et là, il avait promis une transition de 18 mois, qui prenait fin le 20 octobre. Et donc là, on a organisé un semblant de dialogue national, des assises nationales, qui l'ont reconduit pour 2 ans supplémentaires, avec cette fois-ci la possibilité de se présenter aux élections présidentielles de 2 ans, alors qu'il s'était engagé l'année dernière à ne pas se présenter. Là, les gens ont vu la supercherie. Les gens ont dit, bon là, trop c'est trop. Là. Donc les gens étaient sortis le 20 pour protester justement contre cette prolongation de la transition et surtout contre cette habilitation à se présenter dans 2 ans. Et voilà, c'est un régime qui est basé, je pense, au-delà de l'individu, de Mamad Kaka. Il faut voir la nature profonde de ce régime-là. C'est un régime profondément militaire et qui demeure. Que le père, quel que soit le chef, la tête pensante qui est là, c'est un régime fondamentalement prétorien. D'accord, donc la structure de pouvoir repose sur l'armée. L'armée tenue par son clan. L'armée qui est tenue par son clan. C'est toi et moi, on discute souvent, j'aime pas beaucoup analyser sous l'angle ethnique, mais malheureusement au Tchad, il faut l'admettre. C'est l'armée, la garde prétorienne, la fameuse Direction générale de la sécurité des institutions de l'État, DGSIE, est composée majoritairement par l'ethnie d'Idriss Déby.
Et donc, comme tu l'as dit, c'est un régime non seulement militaire, mais très clanique aujourd'hui. Et les personnes, la soldatesque qui est en train de commettre les exactions aujourd'hui, souvent, ça va être des personnes qui sont issues de cette ethnie. Mais comme c'est une ethnie qui est à cheval sur le Soudan, souvent ça va être les mercenaires soudanais qui vont venir faire les exactions au Tchad. Et c'est le cas aujourd'hui. Les gens qui ont tué des centaines de personnes, il y a évidemment les forces de l'ordre, il y a des agences de sécurité, les agences de l'ANS, l'Agence nationale de sécurité, mais aussi des mercenaires soudanais qui opèrent actuellement au Tchad. Les gens les voient parler un arabe qu'on ne parle pas au Tchad. Oui. C'est ça. Donc, et quel est le rôle on a vu par exemple la France s'empresser de dire tout de suite qu'elle n'est pas liée aux répressions. Les Quai d'Orsay a officiellement condamné, mais on s'arrête à ça. Est-ce que Paris peut continuer à soutenir ce jeune Déby dans ces conditions-là, quand on voit tout ce qui est en train de se passer dans la sous-région avec cette montée justement de ce que j'appelle le French bashing carrément. Ouais, le rejet de la France, de la présence française. Je fais des hypothèses, on ne peut pas prédire l'avenir, mais moi je fais l'hypothèse que la France continuera. C'est pourquoi? Parce que l'année dernière, c'est le président français qui est venu littéralement adouber, prendre acte du coup d'État réalisé par Mouad Kaka. Il a adoubé, c'était le seul chef d'État, et il avait dit qu'il ne permettrait pas qu'on remette en cause l'intégrité du Tchad. Ce n'est pas l'intégrité du Tchad dont il parlait, c'est plutôt l'intégrité du régime, mettons. Et donc, je pense que la France aujourd'hui, on en parlera, elle est en mauvaise posture au Mali, au Burkina Faso, en Centrafrique. Et donc, le précaré français, le fameux précaré français ou france-africain, ça reste quoi? Ça reste le Niger, ça reste le Tchad. C'est comme la France s'accroche à une bouée de sauvetage. Le Niger et le Tchad restent comme des bouées de sauvetage de la France-Afrique. Donc, dans ces conditions, je me dis, oui, il y a un carnage, ça va entacher quelque peu la réputation de la diplomatie française. Mais ils n'ont pas le choix. C'est les seuls bouées. Le Tchad est l'une des deux bouées qui lui restent en Afrique. Donc, moi, je me dis, malheureusement, la France va continuer à soutenir ce régime-là. Oui, mais en même temps, jusqu'à quand on voit quand même l'ampleur de la manifestation. Cette fois-ci, quand même, il y a eu des soulèvements dans même les grandes villes, les villes du Sud, Mondou, Abéché, dans des endroits quand même qui sont... Même à Faya aussi, au nord. Exactement. Donc, il y a quand même, ça va être de plus en plus difficile de tenir par que de la violence. Les peuples ne veulent plus. On a dit que certaines pratiques, les gens ne veulent plus. Et on le voit, on va parler du Burkina Faso tout de suite après. Ce qui est en train de se passer dans le Sahel, est-ce qu'on n'est pas en train de voir justement la naissance de vraies sociétés civiles? Il y a une structure là, Wakitama, c'est-à-dire le temps est arrivé, le temps du changement est arrivé. Ouais. Alors, un peu comme dans les ballets citoyens au Burkina. Donc, est-ce qu'il n'est pas en train de voir un phénomène social? Les gens veulent que des dirigeants aient des comptes à rendre. Pas les tuer. Je t'avoue, je te cache rien, là, c'est pas une révélation. Moi, je suis contre la présence française en Afrique. Et donc, moi, j'aimerais que la France politique quitte le Tchad et d'autres pays africains. Et donc, il y a une réelle aspiration des Tchadiens, comme d'autres populations au Burkina ou au Mali, à une vraie libération de nos pays aujourd'hui. Et contre ça, la France n'y peut rien. Moi, je pense que la France, comme Mouad Kaka, s'inscrivent en faux contre la marche de l'histoire. Les jeunes aujourd'hui sont ouverts, ils ont d'autres aspirations et ils n'ont pas peur de perdre leur vie. On en a tué une centaine, mais sur les réseaux sociaux, les jeunes Tchadiens aujourd'hui disent on n'arrête pas le changement, la lutte, on va continuer, qu'on nous tue de toutes les façons. Aujourd'hui, quand tu es un jeune Tchadien, N'Djamena, tu as une maîtrise, tu restes, il n'y a même pas d'opportunité pour toi. Mais tu vas voir les jeunes enfants dans la vingtaine du clan, on va les nommer bombardés directeurs de telle ou telle institution. Donc, cette jeunesse formée mais désœuvrée est une bombe à retardement et ils ont d'autres aspirations. Il y a un décalage entre cette jeunesse et le régime actuel. Donc moi je trouve que ce changement va emporter, moi je souhaite que ce changement emporte non seulement Kaka, mais emporte aussi la présence française au Tchad. Donc qu'ils continuent à se soutenir. Mais le rouleau compresseur du peuple devrait les emporter tous les deux, c'est mon souhait.
on ne fait pas de la politique fiction. Oui. On verra ce que cela va donner comme résultat. Mais la mobilisation, je pense, va continuer avec la jeunesse. Là. En tout cas, Succès Masra, qui est quand même la figure qui émerge de tout ça, un homme politique jeune, avec un discours quand même qui est beaucoup plus construit. Est-ce que tu penses que dans la jeune génération que les Sonko, est-ce qu'on n'est pas en train de voir l'émergence justement de nouveaux types de dirigeants, mais qui a encore du mal à aspirer au pouvoir, mais qui commencent à agiter réellement le socle de justement cette France-Afrique qui est décriée de plus en plus? C'est pas les. On a eu des opposants par le passé qui ont essayé de contester ce genre de régime-là. Mais je pense, aujourd'hui, Succès Masra comme Sonko, surtout pour nous au Tchad, Succès Masra, je pense que c'est, moi de mon vivant, c'est l'un des rares politiciens tchadiens que je vois qui rejette complètement l'option armée, parce que chez nous, la dévolution du pouvoir se fait souvent par les armes. Il rejette complètement le recours aux armes. Il tient un discours cohérent. Il adapte les pratiques politiques à ce qui se fait ailleurs, littéralement. C'est un peu plus moderne, l'utilisation des réseaux sociaux, un discours rassembleur, parce qu'il y a beaucoup de clivages dans nos pays. Lui tient un discours plus rassembleur. Je pense que... Parce qu'on a vu son parti attaquer, les images qu'il a diffusées directement. Ouais, de son QG. Il joue beaucoup sur les réseaux sociaux, là, ça c'est clair. Je pense que c'est un parti moderne en ce qu'il joue beaucoup sur les réseaux sociaux, mais je pense que ce qu'il réclame, c'est le basique. Là. C'est juste un État normal, un État juste pour que les gens vaquent à leurs occupations. Et je pense que ce que Masra revendique, ce n'est pas une révolution. Là. C'est juste un État de droit, le basique possible. Un État qui fonctionne. Il n'y en a pas au Tchad, il n'y en a pas, malheureusement. Oui. Mais moi, je pense qu'il faut lui savoir gré de canaliser cette frustration quand même. Je pense qu'il a eu cette capacité de canaliser cette frustration. Et bon, j'espère que ça va marcher. Sa vie est en danger, littéralement, là, disons-le. Il vit clandestinement, là, mais sa vie est littéralement en danger. On a suspendu son parti ainsi que Wakitama pour 3 mois. Yaya Dilo, l'autre... Yaya Dilo aussi, du Parti Sans Frontières. Exactement, Yaya Dilo aussi. Donc, c'est les 3 ténors actuellement qui sont derrière cette contestation. Mais malgré les meurtres, j'en suis heureux. Je suis fort heureux que la population aujourd'hui se tienne debout, n'ait plus peur de la répression. Oui, en tout cas, c'est sûr que nous, Jaspo, s'associe évidemment à toutes les forces panafricanistes pour être de côté du peuple tchadien. C'est sûr que ces images qu'on a vues sont insoutenables. Moi, j'étais très très touché aussi. Et en tant que Sahélien, c'est sûr qu'en tant qu'Africain, on ne peut plus aujourd'hui, en 2022, voir des forces de l'ordre tirer sur leurs manifestants, des jeunes qui ne sont pas armés, qui veulent simplement revendiquer leurs droits. Et des femmes qui manifestaient nues. Chez nous, quand les femmes manifestent nues, c'est vraiment un signe de malédiction énorme. Et les femmes manifestaient nues, malgré ça on les gazait. Aucun respect pour les jeunes, aucun respect pour les femmes. Un tel régime mérite-t-il encore d'exister ? Ouais. Dernier point sur le Tchad, donc il y a eu un Premier ministre qui avait été nommé à la suite d'une consultation appelée dialogue inclusif. Dialogue national inclusif. C'est quelque chose qui revient, des versions un peu réchauffées des conférences nationales. Qu'est-ce que tu penses de l'arrivée donc de Keb Zabo, qui est un leader, un opposant historique au père justement de l'actuel président de transition, et qui a accepté ce poste et qui se retrouve à gérer ça. Il ne s'y attendait pas, manifestement. Donc il se retrouve carrément la main dans le cambouis dans des moments quand même décisifs de l'histoire du Tchad. Mais Keb Zabo était à l'origine de la plateforme Wakitama. Il était avec les autres au départ. Puis il a pris sa distance, évidemment. Mais pour moi, je veux dire, c'est un has-been, comme on dit. Hein. Il a 75 ans, il est sur le départ. Il veut profiter des dernières heures de la République avant de rendre l'âme. Fait que je trouve qu'il représente la classe, il représente le passé. Il n'incarne plus le futur. Je veux dire, ses déclarations suite à l'assassinat, au carnage, il traitait les jeunes sur qui on a tiré de drogués. Il n'y a même pas une petite once de compassion. Ou qu'il cherchait à faire le coup d'État. Mais c'est pas vrai. Les jeunes n'étaient pas armés. De toutes les façons, ils ont le monopole énorme du pouvoir, de la violence au Tchad. Ils ont tous les armes. Qu'est-ce que les jeunes peuvent faire? Donc, je pense que lui, écoute, franchement, je pense qu'il est là pour des intérêts personnels simplement. Il peut pas, il n'y a pas d'alternative possible avec lui. Et puis, ce qui me chicote un peu, c'est que cette même classe politique, là, les Gali, Gata, Gouté, les Keb Zabo, ils ont accompagné le père d'Ebi à l'époque, n'est-ce pas?
Et ils reviennent encore accompagner le fils. Je pense qu'à un moment donné, on parlait de génération, il faut que cette classe politique accepte de passer le flambeau. Il y a de nouveaux jeunes qui arrivent, ils ont de nouvelles idées, ils doivent accepter de passer le flambeau. Et donc, j'ai l'impression qu'on assiste à un entre-deux, un moment de passage de flambeau qui se fait violemment, mais qui va se faire, qu'il le veuille ou non, malheureusement. En tout cas, pour l'instant, c'est sûr qu'on est donc sur un couvre-feu sur le N'Djamena et toutes les grandes villes. 7 partis politiques qui ont été interdits, leurs locaux fermés. Donc la situation, évidemment, est sous tendue. Donc on continuera à suivre l'évolution de la situation au Tchad. On va juste passer du Tchad à un autre pays sahélien qui est donc dans des convulsions, donc le Burkina Faso, où on a vu donc l'irruption d'un jeune capitaine qui rappelle un autre capitaine que tu connais très très bien. C'est le capitaine Traoré qui a pris le pouvoir donc à Ouagadougou après une période quand même un peu compliquée de tension entre l'ancien président Damiba qui voulait totalement pas partir, où on a frôlé quand même l'affrontement dans Ouaga et finalement grâce à la mobilisation populaire quand même, les jeunes sont sortis pour appuyer. Le coup d'État a fini par aboutir. Et puis donc Damiba s'est retiré et s'est réfugié au Togo. Donc là aussi, donc on a maintenant un jeune qui accède au pouvoir militaire et qui veut s'attaquer de front au péril djihadiste. Et en même temps, on voit les alliances qui vont peut-être bouger, puisque là, il vient de nommer un Premier ministre qui est ouvertement sankariste. Ce qui ne fera pas l'affaire toujours de la France. Et qu'est-ce que ça t'inspire tout ça, ces lignes qui sont en train de bouger dans le Sahel? En tant que sankariste, je suis heureux de voir que le président est sankariste et le Premier ministre qu'on vient de nommer, là, Apollinaire Joachim Kelem de Telemba, je pense. Il a un particule un peu spécial. C'est un avocat sankariste, clairement sankariste. Il a créé le comité de défense de la révolution quand il était étudiant en France pendant la révolution de Sankara. Je trouve que c'est une évolution intéressante. Cela dit, il a quand même affirmé qu'il y a des liens historiques avec la France, qu'il ne prône pas la rupture avec la France parce qu'il parle français, etc. Mais je trouve que, il est panafricaniste, donc il va vouloir peut-être... Non seulement il met un peu de côté à équidistance la France, mais aussi la Russie. Il met les deux à équidistance. Là. Il prend sa différence, sa distance de la Russie et de la France aussi. Je trouve que c'est intéressant parce que dans tous ces mouvements-là, je pense que le plus important, c'est quoi? Que ce soit au Mali, si on a le temps d'en parler, ou au Burkina Faso, c'est que les Africains devraient être maîtres de leur choix, décider avec qui ils peuvent collaborer. C'est ça le message que nous devrons comprendre, nous, Africains, et aussi nos partenaires européens. Les gens veulent prendre en main leur destinée. Ce n'est pas à la France de dicter les politiques au Tchad, de dicter les politiques au Burkina Faso, de dicter les politiques au Mali. Donc, bref, je le prends avec beaucoup d'optimisme en tant que sankariste. Oui, en tout cas, et puis la connexion est très vite faite justement avec le Mali. C'est sûr qu'ils sont sur la même longueur d'onde que ce que Assimi Goïta et ses camarades sont en train de faire, c'est-à-dire essayer de produire un système local africain autonome de gouvernance, en se déconnectant un peu de ces structures internationales et du diktat occidental. Maintenant, parce que quand on écoute le discours des Maliens, c'est même pour la Russie, ils ont toujours dit qu'ils veulent simplement diversifier les partenaires. C'était le discours d'ailleurs de Gbagbo à l'époque. Exactement. Gbagbo aussi voulait diversifier les partenaires. Il y a la Chine, il y a la Turquie. Ils estiment simplement que dans l'état actuel de la situation sécuritaire dans le Sahel, la Russie est celle qui peut les aider le plus à prendre pied, à récupérer ces territoires perdus. Et soulignons quand même quelque chose d'important. Je pense le rôle trouble que joue la France dans les troubles djihadistes en Afrique. Plusieurs chercheurs ont attiré l'attention sur les complexités incestueuses de la France avec les milieux djihadistes. La réalité, c'est que nos pays, nos gouvernements se rendent compte que, quand je dis nos gouvernements, Burkina Faso, Mali, ils se rendent compte qu'il n'y a pas une réelle volonté de la France de les aider à contrer l'invasion djihadiste. Ce n'est que normal d'aller chercher là où ils peuvent avoir les forces pour garantir la sécurité de leur population. Donc, je trouve qu'il faut que les gens se rendent compte aussi que
ceux qui sont francophiles, la France, dans ce jeu-là, n'est pas si neutre que ça. Vis-à-vis des djihadistes, je veux dire. C'est sûr que là, et d'ailleurs je rebondis là-dessus par rapport aux plaintes, le Mali a déposé une plainte depuis le 15 août au Conseil de sécurité, veut absolument qu'il y ait une réunion et semble dire, détenir en tout cas des preuves de l'implication directe de la France dans le soutien au groupe terroriste. Et donc depuis, on est encore sur un fond de crise avec la Côte d'Ivoire par rapport aux mercenaires. Ouais, les 43 mercenaires. Les 49. Il y avait deux qui étaient libérés, trois femmes qui ont été libérées. Mais c'est ça. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister justement à une espèce de communication descendante? C'est-à-dire que les pouvoirs vont de plus en plus expliquer qu'est-ce qui se passe dans les coulisses, quoi. Au peuple, aux gens, à la base, pour que les gens comprennent comment étaient avant les systèmes. Et pour le cas du Mali, on le voit nettement. Comment IBK avait les pieds et mains liés avec, et qu'il a accepté des compromissions parce qu'il ne pouvait pas lui-même acheter des avions, il ne pouvait pas, la France, bloquer les moindres gestes qu'il pouvait prendre pour s'occuper, en tout cas, gérer le Mali. Le chapeau bas à votre ministre des Affaires étrangères, il communique. Ouais. Il est tout le temps, il fait beaucoup de com, c'est bien. Mais tu sais, ce que tu dis est important parce que par le passé, les chefs d'État africains faisaient face à ces contraintes-là. Ils n'en parlaient pas. Moi, j'ai écouté un témoignage d'Abdou Diouf. Il disait, il avait les mains liées dans le fond. Il dit qu'il avait les mains liées. Il pouvait rien faire parce que les organisations de Bretton Woods l'obligeaient à prendre des mesures d'ajustement structurel. C'est souvent après leur départ, ou alors quand ils sont sur le départ, comme Hissène Habré. Il avait tenu un discours très anticolonialiste après avoir été soutenu par la France et les États-Unis. Donc, soit c'est après leur départ ou quand ils sont sur le départ que les langues vont se délier. Mais là, actuellement, on voit un changement. Pendant qu'ils sont au pouvoir, ils nous expliquent la réalité des contraintes. Et ça, c'est intéressant. Oui. Je pense que c'est à cette condition seulement qu'ils vont renforcer leur légitimité. Il faut ouvrir le jeu. Il faut expliquer aux populations qu'est-ce qui se passe, les contraintes qu'ils pèsent sur eux. Et nous allons les appuyer, même si le sacrifice est énorme. Ben, c'est ce qui se passe actuellement pour le Mali et c'est ce qui met d'ailleurs toute cette zone et le précaré en ébullition parce que les méthodes, leur manière de faire est totalement en train de changer les rapports et la manière d'aborder le politique. Enfin, donc, troisième sujet, c'est vraiment intéressant, c'est ce que le temps file très très vite. On va revenir à une actualité beaucoup plus locale. On est à Québec ici, Diaspo est aussi enraciné dans le milieu. Il y a eu des élections provinciales ici, avec donc une victoire nette du parti qui s'appelle la CAQ, un parti donc de droite nationaliste, je ne sais pas comment on peut le qualifier sur l'échiquier. Et surtout, on avait beaucoup de candidats issus de la diversité, donc qui étaient beaucoup plus représentés par le Parti libéral du Québec, et qui ont tous été défaits ou en tout cas battus. Qu'est-ce que ça t'inspire, la dureté, la difficulté justement pour les minorités visibles d'accéder dans ce champ fermé de la politique? Dans le cas du Parti libéral, le problème relève davantage du parti que des candidats, n'est-ce pas? Pour la ville de Québec, on a vu quand même pas mal de candidats du Parti libéral. Je pense qu'il y en a aussi dans d'autres partis, là, sauf le Parti conservateur. Oui, sauf au Parti conservateur. Le Parti conservateur en avait aussi une, oui, je pense. Oui, c'est 2 ou 3 candidats issus de la diversité. C'est intéressant de voir. Moi, je pense en termes de nombre, on voit que d'année en année, d'élection en élection, le nombre grossit. Le défi, c'est qu'on en voit peu qui entrent à l'Assemblée nationale. Mais c'est intéressant quand même de voir qu'il y a beaucoup de candidats et candidates issus des communautés noires, communautés latino qui se présentent. Il y a une femme latina là, qui est élue pour le QS, Québec solidaire, oui. Ça c'est intéressant. À Montréal. À Montréal, en plus, tout se passe à Montréal dans le fond. Québec, mettons, tu sais, diversité, on est quoi, 35 000 personnes, 40 000 personnes, ça ne fait pas élire un candidat. Je veux dire, on est plus dans l'ordre du folklorique à Québec, c'est très difficile. Ayant été candidat moi-même au municipal, je sais combien c'est très difficile quand tu es issu d'une minorité. Donc, je ne pense pas qu'on verra un candidat élu à Québec dans l'immédiat, mais cela n'empêche pas, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas se présenter. C'est pourquoi je tire mon chapeau à tous ceux qui sont issus de différentes communautés racisées ou immigrantes qui ont osé se présenter. Il faut le faire. Et en le faisant, on fait de la pédagogie assis à nos propres communautés et on s'érige en exemple pour que nos jeunes frères ou sœurs puissent nous suivre demain. Marquer de sa présence, dire que là, nous participons à la communauté. Et puis, ce qui est intéressant, c'est, je pense qu'une élection, c'est pas, on ne va pas à une campagne électorale simplement pour gagner.
on porte aussi des revendications, on porte des messages. Tu vois, il y a des choses que nous vivons dans nos communautés. C'est jamais les personnes blanches qui vont en parler. C'est à nous d'en parler. Et donc, je pense que la campagne électorale offre une tribune de pouvoir en parler et de négocier avec son parti pour glisser une revendication dans la plateforme, pourquoi pas. Fait que là, je trouve que ce rôle pédagogique, je veux dire, de la participation électorale est important. Il ne faut pas le laisser tomber. Il ne faut pas se dire, bah, j'ai pas de chance d'être élu à Québec, donc j'y vais pas. Non, il faut y aller. Tu sais, parce que là, on porte quand même des messages qui peuvent être repris par les élus le lendemain, quoi, je veux dire. Parfait, donc on est dans la participation politique, dans les affaires de la cité, il faut continuer à s'y intéresser. Écoute, ça m'a fait vraiment un plaisir, Bayadji, de discuter de ce thème. C'est fini déjà avec toi, je vois que le temps file très très vite. À nos téléspectateurs de Diaspo, donc je vous souhaite une très très bonne soirée et surtout continuez à nous suivre sur tous les liens, donc Facebook, Twitter et autres. Merci, bonne soirée. Merci à toi de l'invitation, mon cher. Ça fait